Bonjour et bienvenue sur le tutoriel sur le protocole de l'INES sur l'anticoagulothérapie. Donc, premier document de 3. On commence ici par la présentation générale ainsi que le protocole. Premièrement, je vous invite ici, je vous rappelle qu'à votre gauche, vous pouvez tout le temps donc, appuyer sur pause ou également reculer là, de façon à revoir certains éléments ou prendre le temps de lire des éléments qui vous intéressent particulièrement. À la droite ici, vous pouvez également appuyer sur cette icône de façon à redimensionner l'écran en plein écran. Donc le but de ce tutoriel, c'est vraiment de mettre en relief les spécificités du protocole de l'INES ainsi que ses différents documents associés, vraiment dans le but de faciliter et améliorer sa maîtrise et son utilisation. Ce n'est pas par contre une formation sur l'anticoagulothérapie. Donc le format proposé, on va présenter les documents, les différents documents, suivis de cas cliniques, le tout avec un appui audio. Donc, comme vous les avez déjà certainement de vos mains, donc vous avez les différents documents de vos mains, puis vous serez invité à vous diriger vers les pages où il est important d'y porter attention. Donc, on ne va pas passer page par page, point par point, mais on va aller vraiment vers certains éléments spécifiques du protocole de l'INES qui pourraient être différents de ce que vous utilisez déjà. Donc, le plan du tutoriel, en fait, qui est divisé en 3 parties distinctes et complémentaires, qu'on devra suivre dans cet ordre. Donc, on débute par la présentation générale ainsi que le protocole, suivi de l'ordonnance collective, le formulaire d'adhésion à l'ordonnance collective, ainsi que le formulaire de liaison de l'infirmière au pharmacien, pour terminer par 5 cas cliniques dans lesquels on va pratiquer l'utilisation du protocole. Les documents proposés par l'INES, donc il y en a quelques-uns, le protocole médical, évidemment, l'ordonnance collective, le formulaire d'adhésion à l'ordonnance collective, ainsi que le formulaire de liaison de l'infirmière au pharmacien. Si on prend le protocole en tant que tel, donc on y retrouve évidemment les objectifs, la clientèle cible, les rôles des intervenants, ainsi qu'un élément utile, bien utile pour nous, donc le soutien à l'ordonnance collective, qui sera utilisé pour évaluer le facteur thrombotique et hémorragique du patient. Sera utilisé pour compléter également le formulaire d'adhésion. Le risque thrombotique et le risque hémorragique fait une partie vraiment intégrante de notre jugement clinique par rapport aux interventions à appliquer pour nos patients. On va voir évidemment les algorithmes qui sont une pièce vraiment centrale du protocole. Il y aura également une série d'annexes dont on va en avoir quelques-uns de façon plus spécifique. Donc, on va aller vers le protocole. Donc, le protocole ici. À la page 1, donc on voit ici protocole médical approuvé par, donc ce sera par votre médecin responsable ici. Votre date d'entrée en vigueur. Bon, ici, ce sera un élément à clarifier par le ministère. Les infirmières œuvrant haut, donc ce sera à votre GMF. On va se diriger tout de suite à la page 4. À la page 4, rôle des intervenants. Point 3.1, rôle du médecin. Donc, le médecin devra vous référer chaque patient anticoagulé au Coumadin avec l'aide du formulaire d'adhésion à l'ordonnance collective. Donc, c'est un document essentiel de façon à ce que le médecin vous réfère le patient anticoagulé. C'est un document qui peut être complété en collaboration, mais ça demeure la responsabilité du médecin de le compléter et de le signer. On va le voir plus tard. Au niveau de l'infirmière, petit point ici, donc pour les prélèvements sanguins, on voit qu'il y a une annexe E qui permet là, de faire une demande ou un suivi avec le laboratoire pour les prélèvements sanguins. On va se diriger ensuite à la page 6. Page 6. Soutien à l'ordonnance collective.
Donc, on va voir que c'est vraiment utile, ces éléments-là, pour évaluer les risques thrombotiques et hémorragiques. Aussi, donc, pour compléter le formulaire d'adhésion. Donc, ici, on fait un rappel des principaux facteurs de risque thrombotiques, selon différentes catégories. À la page 7, un rappel ici, exemple du CHADS. Donc, un patient qui a un CHADS, exemple, à 6. C'est un patient à laquelle on sera plus agressif dans la marge qui nous est proposée dans le cas où il y aurait un INR sous-thérapeutique, comparativement à un patient qui aurait un CHADS à 1. Même page, tableau 4.1.4, situation clinique où le risque thrombotique est élevé. Donc encore là, c'est des situations cliniques dans lesquelles il pourrait être particulièrement considéré d'utiliser l'héparine à bas poids moléculaire pour les patients qui ont une aire sous-thérapeutique et pour lesquels le risque thrombotique est élevé. Donc ici, c'est des cas cliniques, des cas patients dans lesquels le risque thrombotique est considéré élevé. Donc encore là, rappel, donc plus le risque thrombotique est élevé, moins nous serons tolérants en fait avec selon les marges proposées par les algorithmes. Voilà la page 8, dans laquelle on parle du risque hémorragique de façon peut-être un peu moins claire ou spécifique. Surtout peut-être au point B, ici non 4.2, point B, donc facteur de risque de saignement. Donc évidemment, plus que le patient est âgé, plus qu'il est à risque hémorragique, ou un patient évidemment qui a des antécédents de saignement gastro-intestinaux, par exemple, a un risque hémorragique plus élevé. On va aller ensuite à la page 10. Donc au point 4.4, on rentre plus, disons, dans le vif du sujet. Donc, principes généraux. Donc, la base des algorithmes est vraiment basée sur le questionnement suivant, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut identifier un facteur de variation du INR? Est-ce que ce facteur de variation est temporaire ou non? Donc, est-ce qu'il persiste, ce facteur, ou non? En fait, c'est 3 questions qu'on va se poser. Élément de rappel ici intéressant, donc, il est toujours évaluer les tendances avant d'ajouter une dose, de la façon dont on ajuste la dose. Puis également, un élément intéressant aussi, donc reprendre le INR le lendemain dans les cas où on reçoit un INR qui diffère grandement de ce qui serait attendu aujourd'hui. Il serait une bonne pratique de contrôler le lendemain d'emblée. C'est pas dans le protocole directement, mais c'est un rappel que l'on fait. On va se diriger ensuite à la page 12 où on va aller voir le premier algorithme. Donc, l'algorithme qu'on pourrait dire ici, l'algorithme A. Okay. Donc, algorithme à utiliser lorsqu'un facteur de variation temporaire est identifié. Donc, on privilégie un rétablissement rapide à l'intérieur de l'écart visé, puis une reprise de la dose habituelle avec laquelle le patient était déjà stabilisé. Donc, comment on va s'y prendre pour ça? Donc, on va faire une dose de charge qui représente 1,5 fois la dose habituelle. Donc, si un patient devait prendre aujourd'hui 5 mg, il devra prendre donc 7,5 mg. Donc, l'algorithme A. Chez les patients déjà stabilisés, évidemment, pour lesquels un facteur de variation temporaire est identifié. Donc, un questionnaire au patient, donc à ce moment-là, sera important. Lors d'un INR qui est non thérapeutique, on devrait vraiment toujours se poser la question, est-ce qu'il y a un facteur qui explique cette variation? Donc, on voit ici que, si on prend l'exemple d'un INR sous-thérapeutique léger, donc on va y aller avec une dose de charge pour une journée, donc 1,5 fois la dose quotidienne, avec un contrôle en 4 semaines. Donc, il n'y a pas de modification hebdomadaire de la dose, donc les autres doses seront les mêmes, mais cette journée-ci, il y aura une dose de charge. Un peu le même principe lorsqu'ils sont suprathérapeutiques. À ce moment-là, on va omettre une dose ou non, ou encore omettre 2 doses avec des contrôles associés, mais il n'y a pas de modification hebdomadaire.
On va regarder ensuite à la page 13. Donc, c'est le même principe pour l'INR de 2.5 à 3.5 avec facteur de variation identifié, temporaire. Donc, on rappelle vraiment toujours que les ajustements se font en fonction des situations cliniques. Donc, selon le risque thrombotique ou selon le risque de saignement, la marge thérapeutique qui nous est proposée ou la marge qui nous est proposée devrait être influencée selon notre patient, c'est-à-dire selon son risque thrombotique ou selon son risque hémorragique. Exemple ici, omettre une dose ou non. Donc, le patient qui est à risque hémorragique élevé, on pourra avoir tendance à plus omettre une dose que de ne pas en omettre. L'algorithme B, donc, c'est important de bien lire, disons, la manière qui est formulée. Donc, l'algorithme à utiliser lorsqu'aucun facteur de variation ne peut être identifié, ou encore si un facteur de variation est présent et qu'il persiste. Donc, ce n'est pas un facteur temporaire, mais c'est un facteur de variation qui persiste. Dans ces cas-là, donc on va modifier la dose hebdomadaire en plus d'une dose de charge ou omettre une dose. Alors, on va le voir ici, dans algorithme B, donc lorsque aucun facteur de variation ne peut être identifié ou si le facteur identifié persiste. On va voir dans les cas cliniques, on va voir ces cas-là, on va les pratiquer. Donc, pour l'INR de 2 à 3, INR sous-thérapeutique, si on revient ici à la même marge, entre 1.8 et 1.9, donc on va aller avec une dose de charge pour une journée, et on va augmenter également la dose hebdomadaire de 5 à 7,5%, avec un contrôle dans 2 à 4 semaines. On ne sait pas pourquoi l'INR a bougé, on n'a aucune raison pour l'expliquer. On va rétablir l'INR et la dose hebdomadaire sera augmentée de façon à ce que les INR suivants redeviennent vers une plage thérapeutique. Donc, c'est vraiment quelque chose à travailler, mais qui fait du sens clinique au niveau de l'intervention. On va se diriger ensuite, donc c'est terminé pour les algorithmes, on va se diriger vers la page 18, qui est l'annexe B. Donc, je fais un rappel ici que vous savez certainement déjà, mais qui est vraiment obligatoire de procéder à l'examen clinique ou du moins au questionnaire assez exhaustif dans les cas où les patients ont des INR non thérapeutiques. Bon, autant on va questionner pour essayer d'identifier une cause, il faut aller questionner des fois assez loin, mais donc, questionner également sur cliniquement, est-ce qu'ils ont des symptômes là, associés à des INR sous-thérapeutiques ou c'est pas thérapeutique, donc symptômes associés à un phénomène thrombotique ou symptômes associés à un phénomène hémorragique. On va se diriger à la page 20, qui est l'annexe D. Ici, donc, c'est vraiment une mesure à prendre par les médecins. Mais quand même, c'est important de considérer. Donc, dans les cas où l'INR est à 5 à 9, on doit aviser le médecin d'emblée. Et puis, encore là, juste rappeler, donc, si le risque hémorragique est élevé, on va aller avec la vitamine K de façon plus évidente que si le risque de saignement est faible chez le patient. Évidemment, ça va dépendre du INR. S'il est plus rare que 9, donc la mesure est un peu plus, disons, agressive, évidemment. On va se diriger ensuite à la page 21, l'annexe E. L'annexe E, donc, sur les analyses de laboratoire pour les labos demandés par les infirmières. C'est un document qui me paraît, disons, imparfait, pas très clairement identifié non plus. Mais bon, c'est le document que l'INES nous propose. C'est pas super clair de où il vient, de quelle ordonnance il vient. Mais bon, c'est... ici, elle est comme pas identifiée l'ordonnance collective. Mais bref, tous les éléments à inscrire sont présents. Donc, ça fait le travail. On va terminer avec la page 23. Encore là, qui concerne les médecins, mais c'est pour faire rappeler en fait
l'importance de connaître le risque thrombotique et hémorragique du patient. Donc, c'est une conduite médicale, évidemment. Donc, lorsque l'arrêt de l'anticoagulant oral est justifié. Mais on va voir ici que si le risque thrombotique est faible ou élevé, la conduite est vraiment différente de façon assez significative. Donc, c'est pas pour mettre en relief donc l'importance encore là de bien connaître le risque thrombotique et hémorragique de nos patients. Ça devrait vraiment influencer significativement notre conduite là, avec nos patients. Donc, c'est tout.